Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Ce soir, émission exceptionnelle avec, j'ai envie de dire, vous en avez rêvé, Meta TV l'a fait. Bienvenue Alain Soral à la libre antenne. Merci à vous. Bah écoute, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors, il faut encourager la dissidence. Il faut quoi. Alors Alain, toi les gens te connaissent évidemment dans la dissidence depuis longtemps, pour ceux qui te suivent. Tu es un auteur, tu es éditeur, tu es conférencier. On peut dire, tu es, je sais pas si tu acceptes le terme de philosophe, non? T'aimes pas, j'imagine. Si Bernard Lévy est un philosophe, ou Finkielkraut voilà. est un philosophe, je suis philosophe aussi, mais philosophe, c'est une discipline sérieuse. J'ai touché à la philosophie, j'ai étudié un peu la philosophie, je me suis intéressé à la philosophie, mais de là être philosophe, non. Non, René Girard est philosophe, Michel Clouscar était philosophe. Mais en ce moment là je connais pas beaucoup de philosophes. D'accord. Toi t'es quoi alors? Parce que tu t'intéresses. Essayiste on dit. Essayiste voilà, puisque j'écris des essais. Dans le livre il y a la fiction, dans le roman on va dire la fiction et l'essai, les idées et les histoires quoi. Et donc je suis surtout essayiste. J'ai écrit 2-3 romans d'ailleurs, mais je suis surtout essayiste. Voilà. D'accord. Essayiste. Alors voilà, pour ceux aussi qui te connaissent donc. Je suis cinéaste aussi. T'es cinéaste oui aussi. J'ai fait un peu de cinéma, oui. D'accord. Comme scénariste, comme réalisateur et comme acteur même. Et puis tu t'es essayé aussi dans la BD il n'y a pas longtemps. Oui, puis j'ai mis un pied dans la bande dessinée. Ouais. Comme scénariste de bande dessinée. Comme scénariste, voilà. Bah oui. Donc voilà. Je produis. Voilà, très productif, donc multicasquette. J'ai envie de dire aussi un peu, alors on t'affuble souvent d'être le penseur un peu de la dissidence. Il y a des gens, tu sais très bien, qui étaient presque adulés par les uns, honnis par les autres. On laisse personne indifférent. Oui, voilà, tu ne laisses personne indifférent. Non, disons, je veux bien admettre que je suis une des locomotives de la dissidence. Voilà. Ouais. De fait, voilà, c'est vrai. Mais en plus, ce rôle-là, il est venu, on va dire, au fur et à mesure. C'est pas quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a eu le public qui a basculé, tu as fait basculer un public en fait dans tes analyses, qui a été convaincu par tout ce que tu défendais. Il faut prendre ça chronologiquement. J'ai sorti mon premier bouquin en 84, je crois, qui s'appelait Les mouvements de mode expliqués aux parents avec Obalk, qui a fait un succès. Donc j'ai continué comme ça à marcher à écrire, donc j'ai été un essayiste qui de temps en temps sortait un essai un peu sulfureux et à succès. J'en ai sorti plusieurs, qui me valaient périodiquement des invitations dans les médias, puisque j'étais écrivain, donc notamment Ardisson m'invitait. Comme j'étais un peu sulfureux, on m'invitait déjà dans des émissions, soit des émissions grand public pour foutre la merde, soit Ardisson qui était un ami à l'époque m'invitait, mais déjà j'avais déjà un petit problème avec le mainstream, quoi. Et puis à un moment donné, on m'a plus invité du tout, parce que j'étais allé trop loin, on va dire, dans la critique radicale. Et puis j'ai eu une période donc où j'ai disparu. Et puis il y a eu Internet, qui fait qu'à un moment donné j'ai rebondi sur Internet. Je me suis organisé sur Internet. Et puis donc j'ai eu après cette période de mise au placard des médias dominants, j'ai eu cette résurrection par Internet. Et puis aujourd'hui, Internet a pris une telle ampleur que finalement les médias mainstream parlent de moi comme celui qu'on ne verra pas dans les médias mainstream, mais dont tout le monde sait qu'il existe sur Internet. Je suis un peu devenu une sorte de Fantomas, ou de Zorro, là je sais pas quoi. C'est assez agréable, puisque je suis jamais invité, et il faut toujours que... Je regardais l'autre jour, enfin j'ai pas regardé, mais on m'a relayé, le petit Nicolas Bedos, qui a fait son petit numéro l'autre soir chez Ruquier à la grand-messe du service public, peut pas s'empêcher de citer mon nom à peu près à chaque fois. C'est comme si c'était une garantie de... Je sais pas, c'est un label comme Cité Dieudonné, Cité Soral, en général pour leur cracher la gueule, mais c'est bien, parce que pendant une longue période, l'idée le mot d'ordre était rien sur Soral. J'ai vécu ça. Parce que tu es devenu le curseur absolu, si j'ose dire, voilà, le fait de dire si moi j'aime bien la Soral, ça clive. Voilà, ça clive. Comme on dit pour Finkielkraut à l'Académie, ça clive. Ça clive. Donc on arrive, c'est dingue que tu sois arrivé à ce stade, c'est-à-dire que vraiment t'es le curseur, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un en fait qui va, on va dire, un peu défendre tes analyses, quand bien même il va dire oui je suis pas d'accord avec tout, ah non mais t'aimes bien quand même ce qu'il dit, c'est bon, c'est le bûcher. C'est plutôt bon signe. Les gens qui font consensus en général, pas.
c'est souvent qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Donc je suis étonné parfois de la virulence des gens qui m'attaquent, parce que finalement je dis pas grand-chose. Hein. Je continue à dire des trucs que disaient beaucoup de gens dans les années 60, 70 jusqu'au milieu des années 80 en fait. En fait, je suis de par mon âge, puisque c'est vrai que je suis un peu plus vieux que beaucoup de jeunes de la dissidence, parce que j'ai passé les 55 ans là. Finalement, je suis quelqu'un qui reste sur une ligne comment dirais-je, de commentateurs publics français des années 60-70 en fait. Tout ce que je dis, c'est déjà dans les films d'Audiard des années 60 quoi. Mais aujourd'hui, si Audiard revenait et sortait un film aujourd'hui, il aurait eu 10 procès de communautés diverses pour machisme, misogynie, antisémitisme, racisme, homophobie, etc. quoi. C'est l'époque qui a bougé. En fait, moi je suis resté finalement dans une tradition que j'ai continué à incarner au-delà d'une certaine époque. Et c'est aujourd'hui, on est tombé dans une espèce de dictature du politiquement correct qui fait que ce que je dis paraît extravagant dans les médias mainstream et pour les commentateurs officiels, alors qu'en fait, si on regarde les émissions même des années 80, là, quand on regardait l'émission de Pollack. Ouais, l'émission de Pollack. Je ne me rappelle plus du titre, mais. J'ai oublié, c'était ce soir. C'était sur la une. Sur la une. C'était exact, ça correspond exactement à ce qu'on fait sur les médias dissidents aujourd'hui. Hein. Ce qui veut bien dire que s'il y a des médias dissidents aujourd'hui, c'est parce que les médias officiels ont abandonné toute leur. Ont tué tout débat, quoi. Ont pu tourner le dos à leur mission, on va dire, quoi. Mais ils sont vraiment tenus, parce que par exemple, toi, c'est vrai que tu es souvent cité en exemple dans les médias, c'est vrai que tu as cette position où on te cite et on dit oui, non, on l'invitera pas, quoi. On veut pas, ils sont. Mais surtout, ils n'ont pas le droit de m'inviter. Droit de réponse, l'émission de Pollack. Esprit droit de réponse. Pour ceux qui veulent regarder les droits de réponse avec Choron, avec HDG, etc., vous verrez comment ça se passait à l'époque. Aujourd'hui, ça ne pourrait exister que sur Internet, dans une cave, quoi. Hein. C'est plus possible, alors qu'à l'époque, c'était sur la une. Comme quoi, il y a une régression totale de la liberté d'expression, du libre débat. C'est ça qu'il faut constater. C'est une montée de la dictature, en réalité. Hein. Alors en plus, toi qui es donc le président fondateur de l'association Égalité Réconciliation, donc c'est aussi, on va en parler, parce que cette association, ça a été quand même aussi presque un nouveau point de départ aussi, on va dire, dans ton parcours. C'est-à-dire, parce moi j'ai toujours fait de la politique. J'ai toujours été un pied j'ai toujours été dans l'aventure collective déjà, je suis très peu individualiste contrairement à d'autres, et au début j'étais dans un groupe de peintres quand j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai toujours été dans l'aventure collective avec toujours une dimension à la fois culturelle, artistique et politique. Parce que, à un moment donné j'étais au Parti communiste et j'avais monté un truc qui s'appelait le collectif des travailleurs des médias, dont le symbole était 2 piolets croisés, par référence à Ramon Mercader, parce qu'on était considéré comme stalinien, n'est-ce pas? On était déjà très très anti-trotskiste, et c'était déjà une aventure collective. On publiait un petit journal qui s'appelait La Lettre Écarlate, et c'était déjà un truc qu'on faisait à plusieurs. Moi, Marc Cohen, Jean-Paul Cruz. Pour ceux qui ont un peu de culture historique, Marc Cohen c'était la jeunesse communiste d'Evry, Jean-Paul Cruz c'était le délégué CGT de Libération. Donc j'ai toujours fait des trucs à la fois culturels, politiques et collectifs. Voilà. Donc je continue, et à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'adhérais à des trucs qui existaient déjà, on va dire c'est plutôt ça, je me rejoignais les trucs qui existaient déjà, puis quand il n'y a plus rien eu, après avoir tenté le Front National, comme tu sais, et j'ai vu que c'était pas tout à fait possible, sans critiquer spécialement, mais enfin c'était pas mon truc. J'ai monté Égalité Réconciliation parce qu'il n'y avait rien, quoi, pour pouvoir fonctionner collectivement dans quelque chose qui correspondait un peu à cette vision transcourant qui est la mienne, mais qui est aussi, qui est pareil, qui est une tradition qui est aujourd'hui niée et étouffée, mais qui a toujours existé aussi. Hein. Parce que justement, Égalité-Réconciliation, alors qui est sur une ligne très particulière, puisque c'est une ligne, alors
gauche du travail, droite des valeurs, hein, puisque ça c'est votre slogan. Mais j'ai presque envie, alors moi je le décris un peu comme une espèce de réconciliation entre la France, entre guillemets, de souche, on va dire, profonde, et cette France urbaine qui est plus issue de l'immigration. Oui, c'est une des composantes. C'est aussi réconciliation sur le plan des rapports de classe entre le petit salariat, historiquement le prolétariat, et la classe moyenne auto-entrepreneuse. C'est cesser d'opposer les deux, ce qui a toujours été la manipulation, comment dirais-je, à la fois des professionnels de la politique au niveau syndical et de gauche, et en même temps, ce qui a toujours intéressé le patronat, et notamment la banque, c'est d'opposer violemment, par ses agitateurs et ses manipulateurs, ce qui constitue le peuple, c'est-à-dire la classe moyenne entrepreneuse et le prolétariat salarié, et les opposer toujours violemment, comme antagoniques avec le concept de petite bourgeoisie, etc. Parce que en réalité, quand ils s'allient, c'est la force productive en fait dans son ensemble, ils deviennent... Ils peuvent prétendre accéder au pouvoir. Et donc il y a toujours eu un énorme travail qui a été fait, et à gauche et à droite, pour empêcher la classe moyenne productive et le prolétariat de fraterniser. Et moi, dans mon analyse, ça s'appelle le peuple, hein, le peuple du travail. Et c'est cette réconciliation, donc gauche du travail, droite des valeurs, interprétée d'une autre façon que la tienne, mais tout ça est valable, qui est pour moi un processus subversif et révolutionnaire. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qui fait très très peur à tous les idéologues dominants, hein, parce que tout de suite ils crient au fascisme. Bah oui, parce que quand on peut, je pense à une manifestation par exemple comme Jour de colère, où on a vu entre guillemets des mouvements qui sont censés être ennemis de base, quoi, parce qu'on a vu des jeunes de banlieue dire CRS avec nous, et des cathotrades défiler avec des proches de Dieudonné. Oui, c'est l'armée de Spartacus, c'est une belle union sacrée, et on voit quand même qu'il y a un point commun, hein, ces gens-là ont compris que le système ne les aimait pas, que le système les avait montés les uns contre les autres, et qu'ils avaient plus de points communs entre eux, sur le plan humain, sur le plan des valeurs, et même sur les plans des rapports de production en réalité, et d'une lecture de classe bien comprise, plus de points communs entre eux qu'avec ceux qui sont chargés de les manipuler ou de leur expliquer la marche à suivre, notamment tous les animateurs culturo-mondains de la gauche institutionnelle, qui effectivement les méprisent, leur crachent à la gueule, leur désignent les ennemis, etc., les marginalisent quand ils obéissent pas, et c'est vrai que c'est ce qui fait le plus peur au pouvoir et à la fausse opposition, parce que nous on a cette spécificité très intéressante de prendre à la fois dans la gueule une certaine, la vraie extrême droite, c'est-à-dire l'extrême droite du capital et du pouvoir bancaire, hein, incarnée par Attali, Bernard-Henri Lévy, le grand patronat français et tout ça, et aussi sur la soi-disant extrême gauche officielle, le NPA. On se prend les deux dans la gueule en même temps, ce qui veut bien dire qu'il y a quand même une connivence à minima entre les deux. Il suffit de regarder d'ailleurs Besancenot discuter avec Attali en disant que c'est lui qui lui livre rouge avec son vélo à Neuilly ou je sais pas quoi. Ils se font des clins d'œil, ils se font des mamours, effectivement ils travaillent ensemble. Si un jour vous avez de la fausse prod, vous pourrez montrer l'extrait. On pourra montrer cet Il est très très éloquent quand on voit comment Attali et Besancenot discutent. Ça ne se passerait pas comme ça tout à fait avec moi. Vous pouvez le vérifier avec Besancenot. Il y a un précédent. Hein. Oui, il refuse de débattre d'ailleurs. Il a refusé de débattre avec moi, m'a fait interdire d'antenne chez Moati, est venu pour dire que j'avais pas eu le courage de venir et m'a craché à la gueule. Ce qui veut dire que c'est une salope professionnelle, ce qui est la marque des trotskistes, le mensonge systématique comme stratégie. Hein, cette idée là de leur morale et la nôtre, qu'il y aurait deux morales, et que soi-disant le projet révolutionnaire permettrait tout sur le plan moral. Ce qui est dégueulasse, parce qu'en plus à la fin c'est ils rallient le MEDEF, donc il ne reste que leur immoralité finalement. Hein. C'est quand on s'assoit sur la morale commune, soi-disant parce que la fin justifie les moyens et qu'on oublie la fin en cours de route, il reste plus que l'immoralité. Et c'est l'histoire du trotskisme, au moins français, occidental, parce que le trotskisme en Amérique latine, je ne sais pas trop ce que c'est, le trotskisme en Russie c'est autre chose, mais en tout cas le trotskisme occidental c'est ça. C'est le mensonge et la manipulation permanente, en dernière instance toujours au service du pouvoir, de l'argent. Ouais. Hein. On voit où finissent tous les trotskistes. Bon, ils ont tous très mal fini. Alors c'est vrai que on va beaucoup parler beaucoup de gens t'ont vu en vidéo donc ce samedi, et il y a une phrase qui les a beaucoup interpellés. C'est à un moment donné que tu as déclaré vouloir prendre le pouvoir. J'avais un petit sourire quand je disais ça. Alors il y a beaucoup qui l'ont pris au sérieux. Non, ça voulait dire en gros quand les idées que je porte et les idées que nous partageons que partagent beaucoup de gens, finiront par arriver au pouvoir. Elles finiront fatalement arriver au pouvoir. C'est-à-dire un jour, nous arriverons au pouvoir. C'est ce que je voulais dire. Moi, je ne sais pas si j'ai la rigueur, entre guillemets, il faut vraiment avoir
pour prendre le pouvoir, je crois qu'il faut le vouloir énormément. Hein. On disait de Lénine qu'il pensait révolution jour et nuit, qu'il dormait jamais, etc. Il est mort jeune d'ailleurs. Je suis pas sûr d'être assez concentré pour ça. Mais c'est vrai que ce qui me maintient en vie quand même, c'est l'idée que ces idées de bon sens que je défends un jour deviendront majoritaires, j'espère, parce que sinon c'est très désespérant. Et c'est ça que je veux dire. C'est quand même, j'ai envie de dire, il y a quand même un espoir. Il y a eu. De toute façon, je sais pas, c'est une citation de Maurras, je crois. Le désespoir le désespoir en politique est une bêtise, je sais pas quoi. La vraie citation de Maurras, vous la retrouverez. Mais c'est pas un concept politique, le désespoir. Dans la politique, il n'y a pas de désespoir. Il y a des victoires, il y a des défaites, il y a des durées nécessaires, il y a des périodes plus ou moins compliquées, il y a des fenêtres historiques pour pouvoir tenter des coups. Mais le désespoir, c'est une catégorie littéraire, c'est une catégorie sentimentale, c'est pas une catégorie politique. Hein. Si, peut-être chez ceux qui font de la fausse politique. On va pas une espèce de romantisme gauchiste où ils pourraient peut-être basculer dans le désespoir, mais parce qu'ils ont toujours fait de la psychologie en pensant faire de la politique. Mais dans la vraie politique, il n'y a pas de désespoir. Donc on est dans un engagement, on est dans un combat, on est dans une lutte, on est dans une résistance, et dans un travail d'organisation, de réseau, de survie, de projet, et voilà, vaille que vaille, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Donc moi, je vous dis, j'ai 55 ans, finalement je suis toujours vivant, on m'a prédit la catastrophe depuis déjà le milieu des années 80. Tous les gens m'ont dit, tu vas droit dans le mur, tu fais trop ceci, tu fais pas assez de concessions sur cela. Tous les gens m'ont toujours dit que ça allait très, très mal se passer, très mal finir pour moi. Et finalement, même si ça finissait demain, j'ai vécu 55 ans d'une vie assez rock'n'roll et assez conforme à ce qu'étaient mes rêves quand j'avais 17-18 ans, parce que je pense que c'est ça le secret. Quand j'avais 17-18 ans, j'étais à l'extrême gauche, parce que tout le monde était à l'extrême gauche à l'époque. Hein. C'était vraiment l'idéologie dominante. Et pour moi, une vie réussie, c'était une vie où on faisait la révolution, où on remettait la bourgeoisie à sa place, où voilà, on n'était pas, on avait c'était l'époque des grands récits historiques et des grandes visions politiques. Et en fait, je rêvais d'être dans le débat public, je rêvais d'écrire, je rêvais de batailler, et ma vie ressemble à ce dont je rêvais à 18 ans, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de raisons d'être malheureux que moi, parce qu'ils se sont rêvés poètes ou révolutionnaires ou acteurs majeurs à 18 ans, et puis 20 ans ou 30 ans après, ils vendent des assurances, ou ils tiennent une épicerie, ou ils ferment leur gueule et ils tapinent comme tous ceux que j'ai connus à l'époque, hein, puisque j'ai connu tous les petits qui ont pris les places aujourd'hui, je le répète, les Wiesmann, les Becbédé, je les ai tous connus pro-palestiniens, révolutionnaires, voulant tout casser, crachant sur leurs aînés, etc. Et ils sont tous rentrés dans le rang, comme dans la chanson de Jacques Brel. Hein. Les bourgeois, c'est comme des cochons. Ils sont devenus eux-mêmes des cochons bourgeois sans aucun problème sur la durée. C'est pour ça que moi je dis il faut rien penser de définitif d'un type avant qu'il ait 40 ans. Parce qu'en réalité, c'est à 40 ans qu'on voit la solidité et la stabilité. C'est pour ça que la catégorie jeune est une pseudo-catégorie politique et sociale, parce que c'est la catégorie d'ailleurs de l'ennemi, hein, le jeune. Parce que la jeunesse est quelque chose qui ne dure pas. Hein, alors que la pauvreté, par exemple, ça peut durer, la négritude, ça peut durer, mais la jeunesse, non, c'est pas une catégorie, c'est une pseudo-catégorie. Et tous les jeunes cessent de l'être à un moment donné, et beaucoup abandonnent leurs idéaux de jeunesse en cours de route. Hein. Donc moi, le sérieux, c'est de dire, tant qu'un mec n'a pas 40 ans, je me fous un peu de ce qu'il raconte et j'attends de voir. Hein, et vous pouvez vérifier que dans la dissidence, c'est un critère très très valable. J'attends de voir. Les 3/4 des types disparaissent. Moi, j'en ai vu qui soi-disant allaient casser la baraque, m'expliquer comment fallait faire. Il suffit d'attendre et ils disparaissent. Ils rentrent dans le rang, ils se marient, je sais pas pourquoi, ils s'achètent une rente, une situation, ils disparaissent, ils passent à autre chose, etc. C'est les lois de la vie, quoi. Donc, voilà. Et puis aujourd'hui, dans le monde professionnel, plus que jamais, lorsqu'on expose ses idées, on se met en danger. Ça, c'était pas le cas encore il y a une dizaine d'années, une quinzaine. Moi, tous les bouquins que j'ai publiés à l'époque, Sociologie du dragueur, vers la féminisation, Abécédaire de la bêtise ambiante, Socrate à Saint-Tropez, j'ai quand même écrit 12-13 bouquins là, hein, pour des fois des gens qui se demandent pourquoi je parle. Je parle parce que j'ai pu écrire et publier
13 bouquins, ce qui représente 15 ans de travail. C'est pas juste parce que j'ai une grande gueule. Il y a une légitimité, il y a un travail derrière. Mais je crois que pratiquement aucun des bouquins que j'ai écrits à l'époque ne pourrait sortir aujourd'hui. Les éditeurs ne voudraient pas les éditer. Et ils auraient tous une multitude de procès. Il y a vraiment une dictature du politiquement correct qui s'est imposée en France, une judiciarisation extrême, où maintenant, dès qu'un type fait un bouquin, un film, etc., où il y a un peu de contenu, un peu de critique, il se prend dans la gueule des avocats et des procès. Et moi là, je suis régulièrement convoqué par des juges d'instruction, parce que des gens comme Caroline Fourest, ou même des repris de justice, là, comme un certain... j'ai oublié son nom là, enfin, le plus gros escroc actuel, l'escroc à la taxe carbone, un type de la communauté là. Il me fait un procès parce qu'il estime que je le diffame, alors que je raconte effectivement qu'il a détourné 1,6 milliard d'euros et qu'il est actuellement en tôle, mais les mecs font des procès à tour de bras maintenant. Si vous dites quelque chose d'un peu critique aujourd'hui, en citant des noms, si vous restez dans les idées, ça peut encore aller. Peut-être comme Michéa, vous parlez que de concepts, mais en citant des noms, même si les types sont des assassins, des types condamnés, ils vous attaquent quand même. Je crois que Joël Corbeau d'ailleurs vient de m'envoyer un mail pour que je relaie, pour me dire que El Fassi, l'ordure intégrale qui se permet de mettre des gens en danger de mort en balançant des infos sur son truc, se permet de faire convoquer au tribunal Joël Corbeau. Alors que le type, normalement, devrait être arrêté immédiatement par la police et incarcéré pour ce qu'il fait. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Donc, effectivement, dictature du politiquement correct. Sur une ligne idéologique bien précise, avec des gens qui ont des passe-droits permanents, qui peuvent cracher sur les Noirs, sur les musulmans, sur les dissidents, insulter, diffamer, quand un certain Kuckerman déclare que c'est moi le responsable de la tuerie de Bruxelles. Normalement, c'est procès et condamnation immédiate. Ou comme un dingue, comme Tesson dit que Dieudonné est un animal et qu'il faudrait le fusiller, l'abattre comme un animal. Normalement, c'est tribunal immédiat, voire incarcération. Mais ces gens-là, non, ils peuvent continuer. Mais tout ça, en plus, ça donne justement, j'ai envie de dire, que ça a donné beaucoup d'eau à ton moulin, parce que toi, tu as dénoncé depuis longtemps un peu, on va dire, cette mainmise d'un lobby sioniste, enfin, comme on dit, le lobby dont on ne peut pas dire le nom. Qui n'existe pas. Voilà, le lobby qui n'existe pas. Ça fait longtemps que tu en parles, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont basculé récemment, parce qu'ils se sont dit, finalement, il a raison, quoi. Parce qu'au départ, c'est complotiste, voilà, alors il y a fou, monomaniaque. Genre aussi, il abuse, il exagère. Monomaniaque, etc. Non, c'est un constat que je fais, et j'en garde sous la pédale. J'ai remarqué, moi, qu'à partir des années 85, dans le milieu médiatique dans lequel j'étais, puisque j'étais journaliste, j'ai été détenteur de la carte de presse pendant plusieurs années, donc j'étais journaliste professionnel pour gagner ma vie. À un moment donné, une centrifugeuse s'est mise en place dans le milieu des médias. C'est que tout journaliste pro-palestinien et critique du sionisme un peu conséquent finissait par se faire virer. Et à force de virer, de taper sur les doigts aussi, etc., les types ont tous dégagé ou se sont soumis. Le dernier, le plus spectaculaire sans doute étant Ardisson, qui était très 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 antisioniste, c'est moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, effectivement, quand on est antisioniste, on se fait traiter d'antisémite par le Premier ministre, et on est un marginal. Alors qu'à l'époque, c'était dans la gauche française. Un marqueur obligatoire, quoi. On était tous pro-palestiniens, quoi. C'était, je dirais, une obligation morale, c'était une évidence. Et surtout, l'Israël de l'époque était bien moins à droite, bien moins critiquable que celui d'aujourd'hui. Ça n'a fait que dériver vers l'extrême droite raciale, théologique et militaire. Donc on devrait encore être... Quand je vois que Valls a rallié le sionisme alors qu'il était pro-palestinien il y a quelques années, normalement, comme homme de gauche, on peut se dire, il est passé d'une idéologie à une autre parce qu'il a évolué dans le bon sens, mais là c'est injustifiable. Compte tenu du chemin d'Israël, c'est injustifiable. On voit vraiment donc cette soumission est la condition sine qua non pour exister à un certain niveau. Et sinon, c'est la marginalité. Voilà. Et vous pouvez le vérifier. Et moi, je l'ai dit, j'ai eu le courage de le dire, j'ai eu le courage de le démontrer, l'opiniâtreté de le démontrer, et à un moment donné, tout le monde est d'accord. Et je peux vous dire un truc, c'est que dans le privé, au niveau des animateurs culturels que je connais tous, quand il n'y a pas de témoins et que les micros sont éteints, ils savent tous que c'est la question des qui tue, et que c'est l'allégeance obligatoire pour exister. Je crois que même M. Estrosi a reconnu dans un dîner,
ça m'a été rapporté, que le sionisme était un passage obligé. Quand on lui demandait pourquoi il était, en tant que maire de Nice, hystériquement sioniste, il a dit c'est un passage obligé. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est tout. Donc ça t'a vraiment, on va dire, donné raison sur la longueur, où plein de gens se sont mis à réagir en se disant, finalement, c'est vrai qu'il y a un lobby tout puissant qui existe. On l'a vu, l'affaire Dieudonné. Le marqueur le plus évident et le plus incritiquable, c'est le dîner du CRIF. Ouais. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'étais chez Tadei, qui est un peu le successeur d'Ardisson, et que j'avais répondu à un petit journaliste en face de moi, il m'avait dit je parlais de ça, puis il me dit protocole les sages de Sion. Je fais non, dîner du CRIF. Et là, Weizmann, il s'appelait, le petit Marc Weizmann, qui vient de me contacter, soi-disant il veut me rencontrer parce qu'il écrit un livre. Ils veulent tous me rencontrer pour me faire parler, ces gens-là. Et j'ai dit oui, le dîner du CRIF est la preuve, effectivement, qu'il y a un lobby tout puissant qui convoque tout l'appareil politico-médiatique et tous les corps constitués et qui leur dicte la marche à suivre pour l'année à venir, et que c'est en fonction de cette boussole-là qu'ils monteront ou qu'ils descendront dans la hiérarchie du pouvoir. Et c'est, quand je dis ça, c'est incritiquable. C'est absolument démontré. Et là, c'est un vrai problème. Hein, parce que toi, ils t'ont vraiment boycotté à partir du moment où tu as, on va dire, justement, parlé du sionisme. Avant, ils acceptaient en fait ta parole, même si elle était... Avant, j'étais sur le féminisme. Oui, voilà. J'étais sur des sujets un peu moins centraux. Mais ce qui m'a fait exploser dans cette histoire, il faut le dire, c'est quand j'ai soutenu Dieudonné. Quand Dieudonné a été diabolisé avant qu'il fasse mes excuses, à l'époque de chez Fogiel, les médias cherchaient quelqu'un pour le défendre dans les médias. Donc les téléphones sonnaient et personne ne voulait y aller parce que les professionnels savent que c'est se mettre le lobby à dos et qu'à terme c'est du suicide. Et moi j'ai accepté, alors que j'étais pas pote avec Dieudonné du tout même, je le trouvais très anti-Front National caricaturalement et très peu cultivé politiquement à l'époque. J'ai accepté d'y aller parce que je trouvais que c'était scandaleux ce qui lui était arrivé après son sketch chez Fogiel. Et j'y suis allé chez Vermus, etc. Enfin, vous pouvez regarder les vidéos. Et c'est ça qui m'a mis dans le rouge. Je me suis fait virer de RMC alors que je collaborais aux Grandes Gueules. Quand j'ai appelé à aller voir le spectacle de Dieudonné, mes excuses en disant que c'était un excellent spectacle. Le lendemain, j'étais débarqué. Je crois que le patron s'appelle Monsieur Veil, je crois. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est assez transparent tout ça. Vous cherchez, vous trouverez. Et je me suis fait virer de partout parce que j'ai soutenu Dieudonné et que j'ai refusé de faire comme a fait à l'évêque ou tous ces faux durs et ces faux honnêtes gens là, également faux comiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné on leur a mis la pression, Joe Star, vous regarderez, tous ceux qui ont défendu Dieudonné au début se sont tous couchés les uns après les autres parce que ils ont parce que la pression du lobby est très forte et qu'il n'y a rien de plus fort que ça quoi. Et moi j'ai dit non et ça m'a valu agression physique, menace de mort. Marginalisation intégrale, procès à répétition, etc. etc. Mais aussi respect d'une certaine population parce que crédible. Voilà. En fait, aujourd'hui, l'antisionisme cohérent qui va au-delà de la question israélo-palestinienne, vous l'avez bien compris, c'est à la fois ce qui vous diabolise complètement par rapport aux médias mainstream et c'est ce qui vous crédibilise par rapport aux gens qui font la différence encore entre l'honnêteté et la soumission, et ce qui vous crédibilise dans la dissidence. C'est vrai que c'est un des marqueurs forts de la dissidence. Sinon, on est Jean Robin, quoi. Ouais, Jean Robin. Alors justement, en parlant justement de cette dissidence, est-ce qu'on peut parler d'une dissidence ou des dissidences ? Parce que est-ce que par exemple, parce que je me fais un peu l'écho de toutes les questions, est-ce que par exemple on peut être dissident et ne pas être d'accord avec Alain Soral ? Moi je le dis, il y a des tas de sujets sur lesquels je ne suis même pas d'accord avec moi-même. Ça fluctue. Donc je ne demande pas que les gens soient d'accord avec moi sur tout. Je demande à ce qu'ils reconnaissent une certaine honnêteté, une certaine intégrité, une certaine cohérence. Et bien après, il y a un point de vue. Et le point de vue, c'est là d'où je vois les choses. Ce que j'essaie d'expliquer aux gens, le point de vue, c'est pas une formule littéraire, c'est un concept sociologique pertinent. C'est-à-dire qu'on ne peut voir le monde que de là où on est. Prétendre qu'on le voit de façon omnisciente comme les néo-kantiens par l'époquet ou les sociologues positivistes par le recours à la science est une naïveté, est une arrogance. Moi je suis un moyen bourgeois français né dans les années 60 qui a passé son enfance dans une cité dortoir de la banlieue parisienne. Voilà, je suis ce que je suis. Je ne suis pas issu de l'immigration, je n'ai pas la peau noire, je ne suis pas juif. Voilà, donc je ne suis pas Éric Zemmour, je ne suis pas toi, je ne suis pas Dieudonné, et donc j'ai dit que de mon point de vue,
mon analyse est honnête et cohérente et est relativement performante, mais ce point de vue n'est pas, objectivement, celui d'autres gens, et peut heurter d'ailleurs mon point de vue, celui d'autres gens. Quand je me mets à la place du français de souche issu du prolétariat et de la violence qu'il subit en banlieue depuis 30 ans, de toutes les nuisances qu'il subit, prolétaire souvent issu d'ailleurs des ex-vagues d'immigration polonaise, espagnole et portugaise, je peux agacer un petit jeune issu plus récemment d'une immigration, un petit jeune de banlieue issu d'une immigration afro-maghrébine, qui ne comprend pas mon soutien et mon empathie pour certains types qu'ils identifient comme des gros beaufs et des fachos. Tout à fait, ouais. Voilà. Mais là-dessus, je reste droit dans mes bottes. Comme quand je défends Le Pen, que j'appelle le résistant suprême et le combattant suprême, j'ai régulièrement des gens qui disent on t'aime bien Soral, mais comment tu peux défendre ce salaud qui a torturé en Algérie? Ça, j'ai plein de questions. Excusez-moi, mais moi, je suis français. Pour moi, Le Pen, c'est un grand combattant français. À un moment donné, il s'est réengagé dans une guerre qu'il n'a pas d'ailleurs déclarée. C'est le gouvernement socialiste de Guy Mollet qui l'a déclaré et qui a voté les pouvoirs spéciaux à Massu et à Ossarès. C'est Mitterrand qui a fait couper la tête en tant que ministre de la Justice à des tas de résistants. Le Pen, même dans cette séquence-là, est totalement respectable par rapport à son point de vue, à son origine et à ses convictions. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre, et là-dessus, je ne transige jamais. Je dis, j'expliquais un jour sur un marché en banlieue, pas loin d'ici, où il y avait pratiquement d'ailleurs que des barbus, on disait là-bas. Je dis, il y a deux catégories de gens aujourd'hui qui sont montrés du doigt et qui ont un problème, je dirais, de vie quotidienne par rapport à l'idéologie dominante. C'est le musulman qui veut vivre sa foi en France et le militant Front National. C'est les deux qui se font cracher la gueule systématiquement par les animateurs de Canal+, et par les vendus de Charlie Hebdo. Et je dis, et pourtant, vous détestez l'un l'autre. Je dis, à un moment donné, vous avez peut-être des choses à vous dire, puisque quand on subit les mêmes attaques par les mêmes, c'est forcément que, au moins par la bande, par le rapport au tiers, on a des points communs. Et que, au moins, moi je prétends pas que tout le monde doit fraterniser à tout prix, mais j'ai horreur des gens qui critiquent sans comprendre. Je pense que la force, la supériorité morale et intellectuelle, c'est de comprendre l'autre. On est toujours plus fort quand on comprend l'autre par rapport à l'autre qui ne vous comprend pas et qui vous dégueule. C'est-à-dire que moi, le mépris que j'ai pour les gauchistes, c'est ils la ramènent mais ils ne comprennent rien. Moi, je comprends exactement ce que c'est qu'un gauchiste. Et c'est insupportable, les gens qui crachent, qui dégueulent et qui expriment aucune compréhension. On peut, même moi, dans ma critique très radicale, non seulement du sionisme, même d'un certain judaïsme, ça découle d'un gros travail de compréhension. C'est ça qui est important. La compréhension, c'est toujours une forme de respect. C'est-à-dire, j'ai étudié la question, je m'y intéresse, je ne nie pas que ça existe, j'essaye de comprendre, ce qui est une forme de respect, et puis surtout ce qui empêche la violence d'une certaine manière. Parce que quand on explique, quand on comprend et qu'on explique, même si on combat, ça évite la phase de violence radicale, émotionnelle, etc. D'ailleurs, les dingos d'extrême gauche sont d'autant plus violents aujourd'hui qu'ils ne comprennent plus rien. Et que leur engagement est devenu totalement illégitime et stupide. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne recourent plus qu'à la violence. Et le marqueur type, c'est que une de leurs actions principales aujourd'hui, c'est de brûler et de détruire des livres. C'est quand même très fort pour des gens issus de l'histoire de la gauche. Normalement, c'est un truc de beauf d'extrême droite. Si on regarde Fahrenheit, les autodafés, etc. C'est un peu, alors c'est presque, justement, j'ai presque envie de dire une troisième voie, la voie d'égalité-réconciliation, parce que je sais que toi, tu es très critiqué justement par les mouvements identitaires, comme tu l'as expliqué, que parce que... les ennuis de tous les côtés. J'ai vu des trucs où on dit, non mais Soral, il est islamophile. Baboucholâtre aussi. Ouais, baboucholâtre, etc. Donc finalement, les mouvements d'extrême gauche, ils disent non, il est d'extrême droite. Les mouvements d'extrême droite, vraiment, enfin identitaires en tout cas, ils disent, bah non, Soral, il est limite trop à gauche pour nous. On sait plus. Marxiste aussi. Il y a toute une extrême droite qui supporte pas le fait que je garde un substrat marxiste. Ouais, complètement. Pour eux, je suis un rouge. Ouais. Oui, mais bon, ça c'est quand on fait du transcourant et quand on fait de la réconciliation et quand on se retrouve entre deux courants, entre deux combattants, c'est toujours là que c'est le plus dangereux et qu'on prend des coups. Ouais. C'est beaucoup plus confortable de rester dans un petit milieu bien fermé, avec une espèce de narcissisme comme ça, une auto-reproduction. Ouais, c'est sûr qu'effectivement, je me fais attaquer
de tous les côtés en même temps. Mais je suscite aussi le respect aussi de pas mal de gens dans tous ces milieux-là aussi. C'est pas que il y a des identitaires qui respectent ma constance, mon intégrité, le fait que même si je suis pas identitaire, j'explique bien que je comprends la colère identitaire et l'inquiétude identitaire, ce qui est fondamental, ça ne vient pas de nulle part, cette espèce de prurite identitaire aujourd'hui en France. Il suffit de se balader par ici, là, si on est un Français de souche, c'est pour comprendre que l'angoisse identitaire est totalement légitime. Il y a, moi, je suis assez provocateur, donc je vais le faire. Quand je suis à Saint-Denis, au bistrot en terrasse, on fait un jeu entre nous, c'est compter le blanc, ça s'appelle. Chaque fois qu'on voit un blanc passer, on marque un point. Des fois, il faut 1h30 avant qu'il y ait un blanc qui passe. En général, c'est un Polonais ou un Roumain. Voilà, je n'en dirai pas plus. Hein. La réalité. Et après, on te dit que la question que tu dois te poser, c'est de savoir si tu es raciste. Tu sais, c'est le mec, il est blanc, il est dans une rame de métro, il y a 80 personnes, il est le seul blanc, et la question qu'il doit se poser, c'est est-ce que je suis raciste ? Il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Tu vois. Alors évidemment, bon, c'est comment on en est arrivé là ? Ça, c'est la bonne question. Mais moi, ça me fait, voilà, je provoque là-dessus, j'hésite pas à provoquer. Je me suis déjà fait insulter par des mecs à cause de ça. Quoi. Oui, c'est ça. Parce que... Le mec, il m'insultait, me traitait de raciste à Bagnolet. Je dis, mais attends... Je dis, bon voilà, moi je suis blanc, je suis français de souche, je suis à Bagnolet, excuse-moi, mais je me sens plus angoissé que toi. Le type était un maghrébin, militant syndical, laïque, qui se prétendait musulman parce que c'est la mode. Je citerai pas de nom, chacun sait qui c'est. On s'était affrontés sur Ouma TV. Et le type, je dis, mais comment tu peux traiter les Français de base de racistes quand tu vis à Bagnolet ? Regarde ce que tu as devant toi. Le petit blanc, il est très très inquiet de l'évolution de son pays qui s'appelle la France, qui est quand même un pays qui est en Europe, de tradition chrétienne. Et effectivement, bon, alors après on peut expliquer qu'il s'est passé des choses, mais nier ça, c'est nier cette angoisse, nier cette réalité, c'est très malhonnête, très irrespectueux. Hein, et là-dessus, je ne transige pas. Tu crois par exemple, à ce que fait par exemple Kémy Séba, qui pense que lui, il faut que les descendants d'immigrés retournent en Afrique C'est une démarche totalement honnête, totalement légitime, que je trouve beaucoup plus honnête que celui qui veut rester là, tout en crachant sur la France et en demandant des réparations, qui n'a aucune intention de partir et qui dit que ce pays est horrible, qu'il est entouré de racistes, que c'est insupportable, mais qui veut rester et qu'on lui file du pognon. Je trouve ça beaucoup plus honnête quand on décide que ce pays est insupportable et que c'est horrible de vivre dans ce pays quand on est blanc ou issu de l'ancien empire colonial. C'est beaucoup plus courageux de retourner dans son pays d'origine et d'essayer d'y construire quelque chose, surtout que là-bas on a besoin de cerveau et de bras. Hein. C'est des pays où il y a du développement possible. Et je trouve que la démarche de Kémy Séba est totalement légitime et cohérente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Moi je travaille avec Mathias Cardet, totalement, lui il est dans la logique patriote, mais je vois pas pourquoi les deux possibilités, enfin les deux choses sont possibles. Tu es français d'origine immigrée, issu de l'ex-empire colonial, tu arrêtes, tu fais en sorte d'être heureux dans le pays dans lequel tu as décidé de rester, qui est le tien, qui s'appelle la France, donc tu arrêtes le discours victimaire, un discours d'ailleurs qui t'a été appris par nos maîtres sionistes. Hein. Oui, et puis si vraiment c'est insupportable et que tu es honnête avec toi-même et que tu trouves réellement que c'est insupportable, eh ben tu décides de partir, et tu pars, je veux dire, à un moment donné. Mais quand tu restes pour pleurnicher et demander du pognon et cracher avec aucune intention de partir, tu es un malhonnête et tu es un dépressif. Donc tu es malhonnête et malheureux. C'est la réalité d'ailleurs, on voit bien que ces gens-là sont et malhonnêtes et malheureux. Et moi j'ai pas de respect pour ces gens-là, je dis, vous mettez pas vos... C'est exactement comme je dis j'ai aucun mépris pour le jeune juif français qui se sent très très solidaire d'Israël s'il fait son alia. Il y va. Mais s'il est là uniquement pour nous emmerder avec Israël alors qu'il est censé être français et profiter ô combien de tous les avantages de la France, à un moment donné il y a contradiction. Hein. Donc je lui dis, soit tu es français et tu mets ta judéité entre parenthèses et tu la gardes pour chez toi, ta sphère privée, et tu fais à minima... tu te mets sur un discours à la Zemmour, soit tu vas jusqu'au bout de ta logique, tu arrêtes de nous emmerder avec ta LDJ là, et tu fais ton alia et tu pars combattre en Israël, et là tu te démerdes avec les Palestiniens, c'est un autre problème. Mais c'est ça, c'est ce mensonge, c'est la même chose. Hein, je veux dire, voilà. Moi j'ai pas ce problème-là parce que je suis un petit Français de base et moi je me bats pour mon pays et je suis né là. Et alors on pourrait me rétorquer que je suis savoyard, donc français après les Antillais, c'est vrai, c'est vrai historiquement. Mais en tout cas, voilà, oui, moi je me sens très français, je suis issu de la classe moyenne, et mon combat, effectivement, c'est que je suis très inquiet pour mon pays, très inquiet, pour des raisons, je crois, qui apparaissent à de plus en plus de gens aujourd'hui. Hein, c'est un pays en danger, la France, à tous les niveaux. Et je me bats pour essayer d'aider à éviter la catastrophe, en réalité. Donc de ce point de vue-là, je suis assez
incritiquable, parce que je pousse jamais ni à la violence, ni à l'extrême, ni à la radicalisation, ni à ceux qui écoutent vraiment ce que tu dis, ils n'ont pas du tout la même image évidemment que de ceux qui te conspuent de l'autre côté. Oui, qui soit ne savent pas réellement ce que je raconte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « T'as lu les livres de Soral ?» Il fait « Non, il n'est pas question que je les lise, c'est un facho. » Donc les gens ne savent pas ce que je raconte, ils croient les médias officiels qui sont qui ont atteint un niveau de mensonge inouï. Hein. Ça, on l'a démontré aussi grâce... tu le fais aussi maintenant. On montre... Comme c'est une phrase de moi qui est devenue un peu connue, maintenant c'est un journaliste aujourd'hui, c'est une pute ou un chômeur. Ou alors on fait du journalisme dans une cave, en dissident. Oui, c'est-à-dire qu'on a tellement raconté de saloperies et de mensonges sur moi qu'il y a des gens qui pensent que je suis le diable, quoi, et qui pensent que je suis ceci, cela, etc. Et quand ils outrepassent l'interdiction des médias officiels, parce qu'on leur dit n'allez pas voir, on s'occupe de vous expliquer ce que c'est, quand ils outrepassent et qu'ils vont voir, il y a très peu de gens qui, au bout d'un moment, ne basculent pas en disant c'est quand même... je crois que même Bill Gair, là, l'ancien juge, a dit Soral, c'est plus compliqué que ce qu'on dit. Et je veux déjà dire quelque chose, parce que lui, il est dans le système. Et oser dire ça, déjà, ça veut dire en gros, je suis allé voir et c'est autre chose, quoi. Et c'est vrai que je mets au défi quiconque me crache à la gueule a priori comme ça, de continuer à dire exactement la même chose après avoir passé un certain temps à regarder mes vidéos, avoir lu quelques-uns de mes bouquins, etc. À mon avis, si le type reste exactement sur la même position, c'est qu'il est malhonnête ou totalement abruti. Hein, quand on regarde aujourd'hui les gauchistes de base, on recrute beaucoup chez les abrutis. Les cadres sont des malhonnêtes et à la base, c'est des abrutis. Mais ils refusent le débat souvent, c'est-à-dire qu'ils sont tombés, comme tu disais tout à l'heure, dans une espèce de violence, mais ils ne veulent pas débattre, par exemple. D'ailleurs, même s'ils voulaient, ils n'ont plus vraiment le niveau, hein, parce que dialectiquement, c'est no passaran, avec une faute d'orthographe, et je leur rappelle quand même que historiquement, passaran, hein, c'est un très mauvais slogan, hein, parce que les Républicains, ils l'ont quand même eu dans le baba. Hein. Ouais. Franco est mort dans son lit en 74, donc moi je serais eux, je prendrais un autre slogan que no passaran. C'est un slogan de loser. Hein. Hein, la vérité c'est passaran, les gars.